que vous me permettiez de pouvoir sacrifier à la tradition parce que quand je prends la parole au cours d'un space, je considère comme si je suis en train d'exercer un don de l'humanité. C'est-à-dire, physiquement, chacun de nous ici est soit chez lui, soit au bureau, soit dans un coin, mais virtuellement, nous nous retrouvons dans une salle de conférence pour pouvoir échanger sur une question de droit. Ce qui me pousse toujours à pouvoir reconnaître l'organisation qui a fait en sorte que nous puissions avoir ces moments d'échange. Je l'ai fait à ma première prise de parole. Je crois que cette réitération des trucs. Alors, parlant de la présentation du nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et des voies d'exécution. Alors, je dois tout de suite dire que les sujets en question prima facie ne requièrent pas de profondeur technique pour rencontrer des subtilités voulues dans notre thème général qui consiste à jeter un regard subtil sur cet acte uniforme. Ce qui fait que lorsque j'ai reçu les coups d'appel d'un des membres d'équipe scientifique du Week-end WADA pour me demander que j'intervienne à ces sujets, il m'est apparu nécessaire de pouvoir orienter cette présentation sous un prisme. Et ces prismes, c'est en fait les prismes de l'efficacité. Pourquoi? Parce que je considère que toute réforme législative a pour vision de rendre la norme efficace. Et je conçois l'efficacité comme étant l'aptitude pour une norme juridique de rencontrer la fonction sociale qui lui a été assignée. Alors, ça a été le cas pour cet acte uniforme? Parce que je ne devais pas faire une présentation simple, je devais rencontrer quelques subtilités. Et dans une présentation, je ne vois pas où tirer subtilité. J'oriente cette réflexion ou cette présentation dans le cadre de l'efficacité. Alors, je me repose sur des respirations. La première respiration, ça sera essentiellement formelle. Elle consistera à toucher l'itinéraire législatif de l'acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et des voies d'exécution, alors que la seconde respiration va essentiellement toucher les textes en soi, les textes proposés. Ce qui fait que je dois nécessairement parler du processus législatif de cet acte uniforme pour pouvoir toucher quelques points des textes proposés par cet acte uniforme. Alors parlons de l'itinéraire législatif. Il est question ici dans l'itinéraire législatif de pouvoir savoir si tout a été mis en œuvre pour que l'acte uniforme puisse rencontrer les besoins de l'efficacité voulue par toute réforme législative. Nous le savons tous bien, la plupart de ceux qui ont accès à cette conférence ou à cette activité sont des juristes. Et nous le savons tous, nous juristes, que le droit n'est pas un monument, le droit c'est un mouvement, les droits bougent au gré des réalités sociales, voire même des réalités sociétales. Et c'était le cas avec l'ancien uniforme qui datait de 1998, lequel acte a été fragilisé par les temps et les évolutions, et qu'après plus de 2 décennies et demie, ou près de 2 décennies et demie d'application, la communauté WADA a pensé remplacer cet acte uniforme par un nouvel acte uniforme, question de pouvoir s'adapter aux évolutions, question de pouvoir rencontrer les temps actuels, parce que de 1998 en 2023, c'est bien sûr plus de 20 ans, mais c'est tout un siècle qui s'est traversé. On quitte le 20e siècle qui nous a vu presque tous naître, et pour le 21e siècle qui nous voit grandir, qui a vu même, le 20e siècle qui a vu même WADA naître. Et donc c'était dans ces soucis-là, on devait nécessairement penser à réformer. Et ce processus de réforme commence donc le 12 juin 2015 à Yamoussoukro, lors d'un conseil des ministres WADA, tenu donc à Yamoussoukro. Et ce conseil des ministres avait proposé que cet acte uniforme de 1998 soit réformé. Ainsi, le secrétariat permanent de l'OWADA a entamé le processus
de l'élaboration du nouvel acte uniforme. Ce processus d'élaboration du nouvel acte uniforme est prévu par les articles 5 à 9 du traité de l'OHADA, ce qui fait que les secrétariats permanents, après avoir eu l'avant-projet de l'acte uniforme, a présenté cet avant-projet au gouvernement des États parties pour les observations et intervenir dans 90 jours, le traité parle de 90 jours. Et après les observations du gouvernement des États parties, ces observations ont été intégrées dans l'avant-projet de l'acte uniforme et cet avant-projet a été soumis à la CCJA pour son avis. La CCJA devait donner son avis. Après l'avis de la CCJA, normalement, l'acte uniforme, suivant la procédure législative prévue par les traités, devait directement être présenté par les conseils des ministres au Rwanda pour son adoption. Mais ce n'était pas directement le cas pour cet acte uniforme. Pourquoi? Parce que l'on pensait que c'était un acte uniforme important, c'est un acte uniforme qu'il faudrait nécessairement prévoir tous les coups, prévoir toutes les adaptations possibles, anticiper les évolutions et produire un texte capable de répondre à sa fonction sociale. Et ce qui fait que, en sus de la procédure normative ou la procédure légale prévue par les traités, il y a eu plusieurs réunions techniques des commissions nationales OHADA organisées à Dakar, je crois, à Dakar en 2022. Et il y a eu également la réunion du comité des experts. Depuis un temps, le conseil des ministres OHADA fait, parce que le conseil des ministres est composé essentiellement des politiques qui sont des ministres, ont fait recours, ces conseils-là fait recours à un comité d'experts qui est comme l'antichambre de ces conseils pour pouvoir nécessairement jeter un coup d'œil avec profondeur des textes à adopter. Et cette pratique n'est pas propre à cet acte uniforme parce que avant, je crois, avec l'acte uniforme sur l'arbitrage, il y a eu également recours à des commissions, recours à des commissions nationales OHADA des États parties, et puis il y a eu réunion des comités des experts. Mais l'originalité de cet acte uniforme, donc cet itinéraire législatif, ressort du fait qu'au-delà de ces procédés législatifs, au-delà de cette coutume qui s'est installée de recourir à des commissions nationales OHADA et des réunions, il y a eu, pour cet acte uniforme, également un comité de diagnostic qui était préparé pour pouvoir examiner l'avant-projet, voir si l'avant-projet est essentiellement adapté aux réalités que nous voulons, que nous entendons, parce qu'il faut le savoir, la jurisprudence de la CCJA avait largement évolué que le texte de l'acte uniforme, ce qui faisait parler des écarts et ce qui faisait dire beaucoup de choses. Et au-delà de cela, les organes de l'OHADA n'ont pas voulu faire de la lecture de l'acte uniforme ou de l'adoption, je dirais, de la rédaction de l'acte uniforme comme étant leur apanage, ont recouru aussi aux experts indépendants. Ils ont créé un comité de lecture pour pouvoir relire l'acte uniforme. Ils ont associé les partenaires judiciaires, c'est-à-dire les avocats, les magistrats, les huissiers de justice au travers l'Union internationale des huissiers de justice, les universitaires, les banquiers qui ont contribué énormément dans la rédaction, la lecture de cet acte uniforme, question de pouvoir trouver un acte uniforme ou un texte qui serait consensuel. Parce que le texte faisait déjà débat, faisait objet de beaucoup de controverses et il était difficile à appliquer. Heureusement que la CCJA a apporté des lueurs. Et après, ces recours aux experts indépendants, ce qui a été une originalité dans le processus de l'adoption de cet acte uniforme, l'acte uniforme fut présenté au Conseil des ministres OHADA, qui s'est tenu le 17 octobre 2023, ici chez nous, à Kinshasa, à l'auditorium de Fleuve Congo Hotel, pour son adoption, et ce fut le cas, l'acte uniforme a été adopté dans ces circonstances. Et puis le 15 novembre de la même année, l'acte uniforme a été promulgué au journal officiel OHADA.
Et enfin, en février, soit 90 jours après la promulgation du journal officiel, la promulgation des actes uniformes au journal officiel OHADA, l'acte uniforme s'est vu être appliqué dans les États parties directement. Et donc, cet itinéraire brossé, marqué de l'originalité, marqué du souci d'associer tout le monde, c'est essentiellement pour pouvoir rencontrer l'efficacité voulue au fin de pouvoir produire un texte capable de résoudre des problèmes qui faisaient déjà. Est-ce le cas? Est-ce cette efficacité voulue par les organes de l'OHADA, par ces organes techniques, par les experts indépendants, tous ces processus, est-ce a tenu à pouvoir, je dirais, est-ce ces rêves ou ces promesses ont-elles rencontré la réalité? Et pour le savoir, il faut nécessairement toucher, qui consiste à regarder la substance même de l'acte uniforme, c'est-à-dire les textes produits après son adoption. L'ancien acte uniforme, c'est-à-dire les législateurs OHADA, dans cette vision d'efficacité, dans ce besoin de compréhension, n'a pas voulu faire une chirurgie des torpillages. Je l'appelle chirurgie des torpillages, c'est-à-dire en bougeant les textes du point de vue numérique. Les législateurs est resté dans la numérisation ancienne de l'acte uniforme pour ne pas troubler la compréhension de cet acte, mais à ajouter de nouvelles dispositions, à modifier certaines dispositions et puis à inchanger certaines dispositions qui existaient avant. Ce qui fait un bilan selon Fallis de 110 nouvelles dispositions sur cet acte uniforme, 180 dispositions modifiées, plutôt 186 dispositions modifiées, et puis 152 dispositions échangées. Donc c'est ça le bilan textuel de l'acte uniforme dans sa vision globale. Mais que dire de son contenu? Alors je ne saurais pas épuiser tous les contenus parce que même les interventions qui viendront vont essentiellement se baser sur ces contenus-là. Mais il me paraît indiqué quand même de pouvoir dire quelques mots sur quelques contenus, question de savoir si essentiellement cet acte uniforme a rencontré l'efficacité voulue dans sa rédaction. Excusez. Alors, pour ça, il faut simplement jeter un regard comparatif entre l'acte uniforme ancien et les nouvelles actes uniformes. Nous le savons tous qu'il y a une confusion qui s'entretenait sur les territoires législatifs de l'acte uniforme ancien. C'est ce que nous appelons le champ d'application. On ne savait pas délimiter clairement les champs d'application de l'acte uniforme. Mais avec ces nouvelles actes uniformes, on sait que l'acte uniforme s'arrête ici. Pour le recouvrement des créances fiscales, l'acte uniforme ne peut pas s'appliquer. Et j'en passe. Et donc, le territoire est essentiellement limité. Je ne saurais pas faire de profondeur parce qu'il ne s'agit que d'une présentation. Également sur question des délais. Anciennement, l'acte uniforme disait tout court que tous les délais étaient des délais francs. Alors, cette expression était difficile parce que nous savons que le délai franc, sa computation est très bien perçue dans les cas des délais exprimés en jours. Les dies ACO et les dies AQUEM sont compris, mais ne sont pas comptés. Et c'était difficile pour computer les délais en mois, les délais exprimés en année ou en mois, ou soit en année et les jours, ou soit en année, en mois avec les jours. On ne savait pas trop clair. Et l'acte uniforme venait clarifier cet aspect et je ne saurais creuser en profondeur parce que ce n'est qu'une présentation, il fallait plus. Aussi sur les procédures de recouvrement. Et on s'est posé la question, est-ce que ces procédures étaient vraiment simplifiées, étant entendu que les délais de prononcer étaient pour eux, c'est-à-dire n'étaient pas, dans les cas où c'était fixé, même en cas où on ne respecte pas ces délais, il n'y avait pas de sanction, mais actuellement, on peut lire la sanction réservée à certains délais prononcés, qui est les dessaisissements. Et ces délais
sont considérés comme étant les délais contraints. Et puis la fameuse question des immunités d'exécution. Nous le savons tous. Et cette question a fait battre les cœurs de beaucoup de juristes au WADA. Et heureusement que la République démocratique du Congo a vraiment forcé ou a contribué largement au travers ses causes à l'évolution de cette question, ces causes portées au niveau de la CCJA. Nous le connaissons, cette question des immunités d'exécution a connu beaucoup d'évolutions, en commençant de l'arrêt Togo Télécom, passant par les arrêts Grands Hôtels jusqu'aux arrêts jumeaux Risnel et Vitamine. On s'est posé, on s'est dit, mais comment est-ce que la CCJA pouvait être si rapide que les tests législatifs qui n'offraient pas cette possibilité de saisir les biens des entreprises publiques, mais la jurisprudence les permettait. Alors cet acte uniforme est venu avec des solutions et cette question sera l'objet des débats demain. Nous allons discuter en profondeur sur cette question pour savoir si ces solutions sont efficaces et surtout en présence de ces décrets récemment pris, les décrets sur la saisissabilité des biens qui fait beaucoup de débats. Ce sera question demain. Et puis il y a eu également la prise en charge de la question des défenses et exécutions, laquelle question n'était que jurisprudentielle avant et aujourd'hui l'acte uniforme l'a porté. La question des classifications des nullités. Parce qu'on se disait, mais est-ce que tout texte doit être sanctionné directement par nullité, comme dans l'acte uniforme avant? Et aujourd'hui, le législateur a prévu ou a consacré les principes des pas de nullité sans greffe, sauf pour des nullités de plein droit. Et désormais, il n'y a pas de nullité sans texte. Également, dans le cadre de saisie, il y a eu des innovations qui sont légion, je ne saurais pas parler de tout, mais les saisies que je considère comme étant les plus importantes et adaptées aux réalités africaines, les saisies des récoltes sur pied, les saisies des bétail, ce qui fait que l'OADA, que les autres pensaient, comme disait l'autre, était un droit des villes, et actuellement c'est un droit des villes et des bidonvilles. L'OADA est à la fois des villes et des villages. Donc on saura pratiquer des saisies, des récoltes, des bétail et autres. Et la grande question du siècle, c'est la question numérique. La prise en charge par le nouvel acte uniforme de questions numériques par d'abord la pratique dématérialisée de la saisie, c'est-à-dire les recours à la saisie électronique, et puis par l'extension des créances saisissables dans la procédure des saisies attribution, les créances qui étaient avant perçues simplement comme étant monnaie scripturale, monnaie fiduciaire, mais aujourd'hui, on peut concevoir la saisie attribution des créances de la monnaie électronique. Cette extension vont son pesant d'or à l'ère du numérique. Partant des saisies des fonds de commerce, nous le savons tous, qu'il arrive parfois aux commerçants de dissimuler leurs avoirs par la pratique de la thésaurisation. Le législateur actuel a prévu la saisie des fonds de commerce pour décourager ces pratiques, mais tout en sécurisant cette saisie des fonds de commerce en prévoyant limitativement et exhaustivement les éléments des fonds de commerce saisissables. Vous voyez également la clarification, une clarification qui fait poser encore des questions des délais et des modalités d'exercice d'appel, spécifiquement en matière de saisie immobilière, qui avant était un peu controversée. Il fallait avoir un regard appuyé sur la jurisprudence de la CCJA pour comprendre que les délais, les droits communs dont parlait l'article 300 avant étaient en fait les droits posés par l'article 49. C'était pas facile de pouvoir dénicher cela, mais on a simplifié. La diversification ou la diversification des questions de saisie immobilière, des juges qui peuvent intervenir, et aujourd'hui il se pose la question, c'est toujours le juge ordinairement composé qui va connaître des questions de contestation de la saisie immobilière, ou c'est le juge les juges ou la juridiction présidentielle que les autres appellent le juge des référés et autres. Est-ce que c'est le cas? C'est toujours le statu quo ou ça a évolué? Parce que quand l'acte uniforme fait le renvoi au juge des saisies immobilières compétents dans les États partis, on se questionne, est-ce qu'il faut recourir au décret, plutôt à l'ordonnance sur organisant la saisie immobilière d'avant, que nous avons conçu comme étant mort, et
ou bien il faut recourir aux règles posées par l'Organisation pour l'harmonisation, plutôt les règles posées par la loi organique sur les compétences et juridictions de l'ordre judiciaire. Tous ces éléments ici présentés prennent sûrement en compte les vides qu'on a constatés avant et s'alignent dans les schémas de l'efficacité de la réforme. Alors, je ne saurais dire tout, je ne saurais toucher tout, mais au travers l'itinéraire législatif que je vous ai dressé et au travers de tout ce que j'ai fait dans les diverses prévisions des textes actuels, je peux dire que l'efficacité a été tant soit peu rencontrée. Et à 9 mois et 5 jours, aujourd'hui nous sommes à 9 mois et 5 jours d'application des nouvelles réformes, je ne crois pas encore que l'ère du jugement est arrivée, modestement pour moi. Mais je crois que l'on peut toutefois clarifier certaines questions, on peut toutefois critiquer certaines positions, et surtout que jusqu'ici, la CCJ n'a pas encore forgé des jurisprudences et principes sur certaines questions qui font déjà débat, notamment sur la présence des greffiers divisionnaires dans l'instance de contestation. Est-ce que cette question est sanctionnée par la recevabilité de la contestation ou la régularisation de la procédure? Donc, il y a des questions aussi pareilles qui peuvent se poser et qui donnent sujet à réflexion. C'est pourquoi, ensemble, avec les interventions qui suivront, qui seront essentiellement techniques, l'on va nécessairement analyser ces points. Et je vous dis merci beaucoup. Vous allez m'excuser pour si j'ai dépassé un petit peu de temps, Maître David. Merci beaucoup, Maître Peggy, monsieur le doctrinaire. Vous avez quand même été prolixe, mais c'est quand même bien.